Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Le premier ministre et ses ministres ne cessent d'envoyer des signaux contraires depuis une semaine sur le plan économique. Encore une fois, le premier ministre et le ministre de l'Économie sont allés de déclarations qui peuvent certainement avoir des impacts importants pour plusieurs Québécois. Le premier ministre nous a dit qu'il faut acheter québécois dans les magasins québécois, comme si les marchands indépendants affiliés à Rona n'étaient pas des Québécois. Le ministre de l'Économie, lui, nous dit carrément qu'il va faire ses achats ailleurs. Dans les derniers jours, le gouvernement a reçu une lettre de M. Richard Darvaux de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Et on peut y lire, et je cite, « Il y a une crise, elle n'est pas chez Lowe's Canada, elle est chez vous, car vous l'avez provoquée en envoyant 2 messages dénués de fondement et insultants pour l'esprit entrepreneurial dont sont épris autant les marchands Rona que ceux affiliés à toute autre enseigne. » Fin de la citation. Dans les derniers jours, le premier ministre s'est vu offrir l'occasion de rectifier ses paroles et ne l'a pas saisi. On est tous en faveur de l'achat ou encore de l'entrepreneurship local. Le premier ministre doit cependant prendre acte de l'ampleur de ses propos et rassurer les entreprises, les sous-traitants et les travailleurs qui craignent faire l'objet de son prochain appel au boycott. Va-t-il le faire, Monsieur le Président? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il faut se rappeler dans le dossier de Rona que Raymond Bachand, ministre libéral nationaliste, avait demandé à Investissement Québec d'acheter un bloc pour, avec la Caisse de dépôt, être capable de s'assurer de garder le contrôle de Rona au Québec. Malheureusement, le nouveau gouvernement libéral non nationaliste, dans lequel plusieurs députés actuels étaient, ont choisi de se débarrasser du bloc de contrôle de Rona. Résultat des courses, Rona a été vendu à l'entreprise américaine Lowe's et plusieurs fournisseurs québécois maintenant ne font plus affaire avec Rona. Monsieur le Président, ce que j'ai dit dans le dossier de Rona, c'est ce que je dis depuis plusieurs années, puis ce que je vais continuer à dire. Moi, autant que possible, personnellement, j'essaie d'acheter des produits québécois chez des marchands québécois. C'est pas ce que souhaite le chef de l'opposition officielle, c'est son problème. Monsieur le chef de l'opposition officielle pour votre première complémentaire. Monsieur le Président, le premier ministre continue de déformer évidemment nos propos, c'est pas nouveau. Lorsqu'il parle comme ça, Monsieur le Président, ce n'est pas aux entreprises étrangères qui fait mal, c'est aux travailleurs québécois et à leurs familles. C'est eux qui payent le prix. Le gouvernement doit mettre donc des conditions favorables au développement économique du Québec, pas choisir les gagnants, les perdants. Pourquoi le premier ministre continue de diviser le Québec au lieu de mettre sur la table un plan concret pour l'économie du Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, depuis que la CAQ est au pouvoir, la croissance au Québec est le double de celle du reste du Canada. On réussi à réduire l'écart de richesse, ce que le Parti libéral n'avait pas réussi à faire. Maintenant, Monsieur le Président, je vais répéter ce que j'ai dit. Autant que possible dans ma vie personnelle, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour ma conjointe, on essaie d'acheter québécois, des produits québécois chez des marchands québécois. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. On est tous d'accord avec ça. Mais ce que doit comprendre le premier ministre, encore une fois, c'est qu'il a heurté des entreprises québécoises. Des entrepreneurs touchés par les propos du premier ministre l'accusent, et je le cite, de propager de la désinformation. Est-ce que c'est vraiment ça son plan pour créer de la richesse au Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je suis content d'entendre le chef du Parti libéral dire qu'il est d'accord avec moi. Donc, il est d'accord avec moi qu'autant que possible, on doit acheter des produits québécois chez des marchands québécois. Maintenant, s'il veut une précision, oui, chez Rona, ça arrive qu'il y a des produits québécois. Oui, chez Rona, ça arrive qu'il y a des magasins qui appartiennent à des entrepreneurs québécois. Donc, la précision est apportée. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je tiens juste à vous faire part de certains commentaires du premier ministre. Sa solution pour Rona et pour Sico, c'était un boycott. Pour ABI, c'est à faute du syndicat. Pour les usines d'air, on peut la laisser partir, c'est juste des biscuits.
Pour les Serres-Lefort, c'est un simple potager. Pour l'usine Vélan, c'est pas assez payant, ils peuvent aller en Inde. Monsieur le Président, ne trouvez pas que c'est irresponsable, arbitraire et carrément anti-économique? Est-ce que le premier ministre va corriger le tir? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on se souvient, tout le monde qui était ici en Chambre, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne a dit que c'est une bonne chose que Rona soit vendu à l'autre. Je ne suis pas d'accord avec elle. J'aurais préféré qu'on garde le siège social de Rona au Québec. Question principale, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, depuis le dépôt de son projet de loi qui vise à affaiblir la Régie de l'énergie, le ministre nous vante son projet de loi en disant que cela va entraîner une stabilité dans les prix pour la clientèle. Mais la réalité est tout autre, Monsieur le Président. Les regroupements des consommateurs sont venus nous mettre en garde sur les propos du ministre. Mais les consommateurs résidentiels ne sont pas les seuls à penser que ce projet de loi, tel qu'il est aujourd'hui, doit être retiré. Une tuile de plus s'abat sur la tête du ministre aujourd'hui. Une pétition par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante signée par près de 1400 entrepreneurs de partout au Québec. Des petites et moyennes entreprises qui disent au gouvernement que la situation du monopole d'Hydro-Québec doit être mieux surveillée, pas moins. Le ministre peut-il répondre aux 1400 chefs d'entreprise et leur dire ce que tout le monde veut entendre, soit qu'il réécrive son projet de loi au bénéfice de tous les Québécois, pas seulement Hydro-Québec? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, mon collègue de Laval-des-Rapides mentionne effectivement qu'il y a une pétition qui est en cours, qui est menée par la FCEI. Sous les prétentions de la FCEI, c'est qu'avec une cause tarifaire cette année, la Régie aurait déterminé une baisse de 4,91 % des tarifs d'hydroélectricité. Du jamais vu. On se questionne même sur la crédibilité, en fin de compte, de cette affirmation-là. En 2011, la plus grande baisse de tarifs a été de 0,45 %, plus de 10 fois inférieure à ce que préconise ou prétend la FCI. Et le projet de loi qu'on a commencé à discuter ensemble il y a une semaine en études détaillées, on était à l'article 1, et je compte bien travailler avec mes collègues de l'opposition pour voir comment on peut l'améliorer le cas échéant. Mais ce qu'elle préconise, le projet de loi, ce qu'il préconise, au-delà du 500 millions qui est remboursé dès la première facturation 2020, c'est un gel pour 2020 et une augmentation pour les 4 années subséquentes à l'inflation. Quand on regarde ça sur une période de 5 ans, jamais une période de 5 ans historiquement aura démontré des hausses aussi peu élevées chez Hydro-Québec. Jamais. Donc, c'est un bon projet de loi. Première complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Même dans la circonscription du ministre, ce sont 16 employeurs qui engagent 144 personnes, 144 familles, Monsieur le Président, qui lui ont envoyé une lettre pour lui demander de retirer son projet de loi. Ce sont des entrepreneurs et des travailleurs de chez vous, à Charlebourg, Monsieur le ministre, qui seront affectés par ce projet de loi mal ficelé. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi il laisse tomber des citoyens de sa propre circonscription? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, Monsieur le Président, le projet de loi 34, la volonté du gouvernement, c'est justement de répondre aux besoins des citoyens. Le projet de loi 34, je le réitère, est simple. On retourne en réalité 500 millions, un compte d'écart qui peut uniquement être libéré si on modifie le fonctionnement de la tarification. On préconise un gel tarifaire en 2020 et une hausse à l'inflation pour les 4 années subséquentes. Ce bloc-là de 5 ans, jamais une hausse sur une période de 5 ans aura été aussi faible. Et dans 5 ans, dans 60 mois, on retournera devant la Régie pour une cause tarifaire. On fait juste augmenter la période de 12 mois à 60 mois et c'est au bénéfice de la clientèle d'Hydro-Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, le ministre nous dit encore que son projet de loi est excellent. Il faudrait vraiment qu'il arrête de faire la sourde oreille aux critiques. 1400 entrepreneurs de partout au Québec, c'est plus de 15 000 travailleurs, 15 000 familles. Mais pour le ministre, il n'y a aucun problème. Un représentant de la FCEI est avec nous aujourd'hui dans les tribunes. Est-ce que le ministre peut au moins s'engager à prendre quelques minutes pour aller lui expliquer pourquoi il veut abandonner les PME d'ici? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, on a pris pas mal de temps en consultation particulière. Justement, on a reçu la FCEI et on a eu des bonnes discussions sur les éléments qu'il mentionne. Et ça m'a fait grand plaisir de discuter avec eux. Je réitère que le projet de loi 34 vise à corriger une situation qui a été créée dans le passé où, effectivement,
L'augmentation a été nettement supérieure à l'inflation et le Parti libéral, en plus, avait mis sur la tablette le retour, le mécanisme d'accord de rendement dans leur rigueur financière. Alors nous, on répond à la clientèle d'Hydro-Québec, on répond aux citoyens du Québec en leur garantissant en réalité une tarification plus juste, une tarification plus faible qu'historiquement. Terminant. Merci. Question principale, Madame la députée de Verdun. Dimanche dernier avait lieu le Gala de la disque, un moment fort de la scène musicale au Québec qui récompense plusieurs de nos artistes. Pendant cette soirée, l'auteur, compositeur, interprète Pierre Lapointe a livré un puissant plaidoyer pour que soient enfin taxés les géants du Web qui diffusent les chansons de nos artistes sans toutefois payer de justes redevances ou même payer tout simplement leur part de taxes au Québec. C'est une situation que j'ai décriée souvent ici à l'Assemblée nationale. Quelle a été la réaction de la foule? Une ovation, Monsieur le Président. La réaction des ténors du gouvernement présent, le leader du gouvernement, le ministre de l'Éducation, la ministre de la Culture, ils étaient debout, ils applaudissaient à tout rompre. Maintenant que l'urgence semble avoir été saisie par le gouvernement, qu'attend le gouvernement pour passer des applaudissements aux gestes, pour aller chercher des sommes qui pourraient faire toute la différence pour notre culture, nos artistes, nos médias? Monsieur le ministre des Finances. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, nous avons entendu Monsieur Lapointe. Ça va nous faire plaisir de répondre au nom de la ministre de la Culture aujourd'hui et de travailler avec la députée de Verdun sur cette question. Alors, c'est important de soutenir nos artistes. C'est pourquoi, dans le budget, nous avions mis 15 millions de dollars sur 5 ans pour aider les artistes de la musique dans la transformation du numérique. Alors ça, c'est à la page D69 du budget, je viens de vérifier. Quant à la taxe de vente sur les plateformes du numérique, nous la chargeons déjà. Et c'est maintenant au fédéral de faire de même avec la TPS. C'est très important. Alors nous la collecterions pour eux, mais il faut qu'ils veulent la prendre. L'impôt des sociétés, c'est en marche avec l'OCDE, endossé par les ministres des Finances des G20. Dans la plateforme du parti qui a gagné les dernières élections, ou qui a gagné en partie les dernières élections. Alors, et finalement, oui, merci. Les droits d'auteur, c'est une question qui est sous examen au niveau du fédéral présentement et, bien sûr, il faudrait les augmenter. Première complémentaire, Madame la députée de Verdun. Le gouvernement se réfugie derrière l'OCDE, derrière le gouvernement fédéral, alors qu'on peut agir maintenant. De ce côté-ci de la Chambre, on a tracé la voie avec Netflix. Imposer des revenus de Facebook de 3 %, ça représente 20 millions de dollars. Si on additionne le tout, c'est un fonds dédié de plus de 120 millions de dollars qu'il est question, pas de 15 millions sur plusieurs années, Monsieur le ministre. Quand allez-vous bouger enfin? Je vais vous demander de vous adresser toujours à la présidence, s'il vous plaît. Monsieur le ministre des Finances, à vous la parole. Oui, merci. On a déjà parlé de ça, l'impôt des sociétés des multinationales, plusieurs fois en cette Chambre. J'ai eu l'occasion d'en parler en privé avec le député de Robert Baldwin aussi. Écoutez, c'est un problème mondial. Ces multinationales-là ne sont pas des compagnies canadiennes et il y a du travail qui se fait à l'OCDE depuis plusieurs années. Heureusement, nous avons maintenant un rapport qui a été endossé par les ministres des Finances du G20 et le gouvernement fédéral s'est engagé à implanter les solutions lorsqu'elles seront explicites. Alors, nous sommes donc dans la bonne direction. Et nous allons travailler avec le fédéral dans ce dossier parce qu'il s'agit de l'impôt des sociétés, des multinationales, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Verdun. On a un gouvernement devant nous qui refuse de faire payer les millionnaires de la Californie. Je ne comprends pas l'entêtement. La France le fait. La France le fait depuis juillet dernier. Les ministres qui étaient présents dimanche à la DISC, s'ils ont le courage de leurs convictions, vont se dresser devant le ministre des Finances et vont exiger qu'enfin, il y ait du mouvement du côté du gouvernement de la CAQ. Allez-y, les artistes ont besoin de vous, la culture a besoin de vous, les médias du Québec ont besoin de vous. Monsieur le ministre des Finances, s'il vous plaît, la parole vous appartient. Merci. Alors, les médias du Québec, on a déjà annoncé quelque chose sur ce point de très important, plus de 50 millions par année pour les médias écrits.
Quant à votre référence à la France avait une mesure temporaire en attendant la solution de l'OCDE. Et voilà, nous avons la solution de l'OCDE, endossée par les ministres du G20. Et j'aimerais rappeler que la capacité du Québec, qui représente moins de 1 de l'économie mondiale, à imposer des taxes, à imposer l'impôt des sociétés sur des compagnies qui ne sont pas établies sur le territoire du Québec, ce serait une transgression de toutes les lois de la fiscalité internationale et on ne peut pas faire ça. Question principale. Monsieur le chef, s'il vous plaît. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, vous êtes le seul à avoir la parole et nous sommes attentifs. Monsieur le Président, il faut informer nos concitoyens. Le projet de loi 34 de la CAQ va coûter cher aux consommateurs d'électricité et va affaiblir la Régie de l'énergie. Nous le disons, les groupes de consommateurs le disent, même le patronat le dit. C'est une vaste coalition qui s'oppose au projet de loi du gouvernement. Aujourd'hui, 1384 PME québécoises qui mettent leur voix en commun pour envoyer un message clair au premier ministre. Ils disent non à une taxe déguisée. Ils dénoncent la fin de l'évaluation annuelle des tarifs d'hydro. Ils veulent maintenir la surveillance de la Régie sur Hydro-Québec. Souvent, le premier ministre nous dit qu'il a rencontré des gens, quand on n'est pas là, qui lui témoignent de la satisfaction à l'égard de son gouvernement. Aujourd'hui, les PME lui indiquent qu'ils ne sont pas satisfaits. Alors, je l'invite à les écouter et à réaliser, encore une fois, que ce projet de loi mériterait d'être retiré parce qu'il n'est pas bon pour l'économie du Québec, il n'est pas bon pour les PME du Québec. Je ne sais pas il est bon pour qui. Il n'est pas bon pour les consommateurs d'hydroélectricité du Québec parce qu'on va prendre de l'argent qu'on va retirer de leur poche au profit d'Hydro-Québec. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, les PME du Québec voudraient qu'on réduise les tarifs d'électricité. Les individus qui sont propriétaires des résidences au Québec voudraient qu'on réduise les tarifs d'électricité. Monsieur le Président, au Québec, on a déjà parmi les tarifs d'électricité les plus bas au monde. Et, Monsieur le Président, c'est assez spécial d'avoir une question de la part du Parti québécois qui, en 2014, a augmenté les tarifs d'électricité de 4,3 %, plus que le double de l'inflation, alors que nous, ce qu'on dit dans le projet de loi, l'année prochaine, gèle des tarifs d'électricité et pour chacune des années suivantes, limiter à l'inflation les augmentations de tarifs. Il me semble que c'est raisonnable. Je comprends que les PME voudraient payer moins, mais à un moment donné, il faut y aller avec la capacité de payer des Québécois. Première complémentaire, la parole n'appartient qu'au chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, rassurez-vous, il y en a de la capacité de payer, le gouvernement, présentement, amplement. Il y a 12 PME dans sa circonscription, présentement, qui disent au premier ministre que ce projet de loi-là ne tient pas la route. Donc, si je résume, tous les groupes qui sont venus nous voir, plus les oppositions, plus les PME ont tort, et c'est lui et son ministre qui auraient raison là-dessus. S'il est si sensible au sort des PME, je l'invite à les écouter parce que ça va nuire au développement économique du Québec. C'est pas ça qu'on veut. On l'avertit. Il est encore le temps de retirer ce projet de loi. Monsieur le Premier ministre, à vous la réponse. Monsieur le Président, les PME au Québec paient parmi les taux d'impôt sur les profits des corporations les taux d'impôt les plus bas au monde. Monsieur le Président, pour ce qui est des résidences, on a promis, durant la campagne électorale, de remettre 1,5 milliard dans les poches des citoyens en baissant les taxes scolaires, en baissant les tarifs de garderie et en augmentant les allocations familiales. Je donne un petit scoop au chef du PQ. Soyez bien à l'écoute le 7 novembre. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, avec le projet de loi 34, les trop perçus, les gens ne les reçoivent pas vraiment. Là, maintenant, ça va augmenter. Qui ça touche? Ça touche des gens qui habitent des loyers mal isolés, des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, des gens qui ne sont pas souvent invités dans le bureau du premier ministre. Je veux dire au premier ministre que c'est important d'écouter les PME, les groupes de consommateurs. Ils ont compris quelque chose que je pense que le gouvernement n'a pas compris. Je suis pas mal convaincu que ces députés lui disent aussi, mais ils se font dire « il est trop tard, on s'est engagé dans cette voie-là ». S'il recule, on n'y en reparlera plus. Monsieur le Premier ministre, encore une fois, votre attention. Monsieur le Président, les faits sont têtus. Le gouvernement du Parti québécois a augmenté les tarifs d'électricité de 4,3 %. Nous, on va les geler, puis ensuite, on va limiter les hausses à l'inflation. Je pense qu'il y a une amélioration, Monsieur le Président. S'il vous plaît, évitez de vous interpeller. Réponses et questions ont été posées. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, je vous demande votre collaboration.
Question principale, Madame la députée de Tachereau. Tout le monde a entendu l'appel de Pierre Lapointe dimanche et l'ovation la plus forte au gala de la disque n'était pas pour applaudir une vedette cette fois-là. C'était une ovation politique, une clameur politique. On n'a jamais écouté autant de musique ou de films. Pourtant, les artistes arrivent plus. Tiens, c'est pareil comme avec les médias. On n'a jamais autant lu, mais les médias arrivent plus. Vous commencez pas à trouver que le disque, il saute. Est-ce qu'on comprend dans cette chambre que le tsunami de la révolution numérique fait juste commencer, qu'on n'a rien vu? Que le Québec joue au paradis fiscal pour les entreprises de la Silicon Valley pendant que nos créateurs, à nous, se font remplacer par des succès planétaires favorisés par des robots qui en ont rien à foutre de la culture québécoise et de la langue québécoise? Imposer de 3 % les géants du numérique, la France le fait. Le ministre nous dit « Ah, nous, on est trop petits, on est une trop petite économie. La Nouvelle-Zélande va le faire, sont 5 millions d'habitants. » Comment ça se fait que le gouvernement québécois n'a pas le courage de protéger la culture québécoise comme l'ont fait tant de gouvernements avant lui? Je vous demande simplement d'être prudent dans les propos tenus, notamment une partie de cette question. Attention au langage. Je pense qu'encore une fois, on est en mesure de bien comprendre, de respecter et de collaborer. Monsieur le ministre des Finances, à vous la parole. Oui, Monsieur le Président, puis ma réponse va être sensiblement la même que j'ai donnée à la députée de Verdun. Alors, j'y vais. Alors, S'il vous plaît. Nous avons entendu, et ça va me faire plaisir de travailler avec vous pour trouver des solutions, mais nous sommes déjà en marche. Nous sommes la province canadienne qui charge la TVQ sur les plateformes numériques, les biens intangibles. Alors, Spotify paye déjà, collecte la TVQ. Alors, ça, c'est bien. Il faut que le gouvernement fédéral fasse la même chose pour la TPS. Quant à l'impôt des sociétés des multinationales, puisque ce sont des multinationales, ça prend une solution globale. Cette solution globale va venir de l'OCDE, endossée par le G20. Le gouvernement canadien s'est engagé. Nous allons le supporter dans cette avenue. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Tachereau, vous êtes la seule à avoir la parole. L'OCDE, ça fait 20 ans qu'on attend, ça fait 20 ans qu'ils font rien. C'est à force d'avancer toujours des prétextes comme celui-là qu'on s'est ramassé dans une crise comme ça. Là, ce qui est en train d'arriver, c'est que le gouvernement québécois met l'avenir de la culture québécoise dans les mains de Pablo Rodriguez et de Mélanie Joly. Tant que ça, on pourrait demander à Justin Trudeau de faire l'indépendance du Québec, puis on va attendre. Ça va sûrement arriver, on va y avoir demandé. Cette histoire-là est pas mal moins compliquée qu'elle en a l'air. Il y a d'un côté ceux qui travaillent pour les intérêts du Québec, puis d'un autre côté ceux qui flattent les géants du numérique dans le sens du poil. Monsieur le ministre des Finances. Merci. Bon, d'abord, pour ce qui est du financement, alors nous avons donné 15 millions dans le dernier budget pour aider l'industrie de la musique à se convertir au numérique. Quant à la fiscalité, je vous encourage à parler avec la députée de Saint-Laurent, qui est une spécialiste de la fiscalité internationale. Alors, l'impôt des corporations, c'est basé sur la notion d'établissement. Ces multinationales-là ne sont pas des entreprises canadiennes, ne sont pas des entreprises québécoises. Et pour passer à un concept de destination, ça prend une solution internationale. Cette solution-là, elle vient de l'OCDE. Elle est endossée par le G20. Nous sommes solidaires de cette solution, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, la parole appartient à la députée de Tachereau. Le ministre dit que le gouvernement du Québec peut rien faire, dans le fond. Le gouvernement n'est pas capable. Le gouvernement ne peut pas le faire. Les experts qui fouillent le sujet sont unanimes. Il y a 3 choses qu'il faut faire. Imposer sur les plateformes des quotas de contenu de chez nous, imposer le chiffre d'affaires des GAFAM, puis exiger une redevance des fournisseurs d'accès Internet comme Bell et Vidéotron. Là, on n'est même pas capable d'avancer un tout petit peu sur un seul de ces 3 enjeux-là. La réalité de notre gouvernement actuel, c'est que son nationalisme s'arrête là où commencent les intérêts des multinationales, puis j'aimerais qu'on commence à le saisir au Québec, que c'est ça la réalité. Monsieur le ministre des Finances. Oui, Monsieur le Président, je vois mon collègue de Robert Baldwin qui trouve ça drôle. C'est-à-dire que nous chargeons déjà la TVQ. Alors, nous donnons l'exemple. Nous sommes la province qui charge la taxe de vente sur les plateformes, les biens intangibles. Alors, c'est déjà bien. Okay? On n'est pas les derniers de classe. Pour ce qui est de la TPS, ça appartient au fédéral. L'impôt des sociétés, notion d'établissement versus notion de destination. Ces entreprises ne sont pas des entreprises canadiennes, ne sont pas des entreprises québécoises. Et bien sûr, si nous décidions
de les imposer, nous serions sujets à des représailles. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, la semaine dernière, la ministre de la Santé nous a affirmé ici, en cette Chambre, qu'au printemps dernier, elle avait réglé l'enjeu des bris de service en obstétrique à la SAR. 48 heures après son affirmation, le CIS de l'Abitibi annonçait à tout le monde qu'il y aurait rupture de service du 31 octobre au 2 novembre par manque de chirurgiens. Et ça, Monsieur le Président, c'est sans compter la rupture de service de 3 jours, qui venait tout juste d'avoir lieu du 17 au 19 octobre. On ne blâme pas la ministre de l'avoir oublié, Monsieur le Président. Il y a tellement de ruptures de service qu'on a de la misère à toutes les répertorier. À chaque semaine, on dirait que l'histoire se répète dans un hôpital différent au Québec. Aujourd'hui, c'est Amqui. Il n'y a aucun service au bloc opératoire, donc pas d'accouchement. Pendant 9 jours, pas de service dans un rayon de 2 heures de route. La ministre s'apprête à nous dire, Monsieur le Président, on commence à la connaître, que l'obstétrique, c'est un service de base, que c'est important, qu'elle y travaille fort, qu'elle va tout faire pour régler l'enjeu. Mais si c'est vraiment le cas, pourquoi elle n'a pas déjà réglé l'enjeu? Pourquoi il y a encore des ruptures de service? Pourquoi elle n'a pas signé l'entente avec les chirurgiens? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, je remercie mon collègue député de Pontiac de me poser la question parce que ça va me donner l'occasion d'expliquer à la population ce qui se passe. D'abord, première chose, on travaille d'arrache-pied pour trouver des médecins pour couvrir les services à Amqui. Mais je vais vous dire, Monsieur le Président, on a actuellement presque une entente avec la FMSQ, Monsieur le Président. On a travaillé beaucoup avec la Fédération des médecins spécialistes pour cette entente, pour couvrir l'ensemble du Québec en chirurgie et en obstétrique, Monsieur le Président. Oui, mon collègue a raison, des services de base pour l'ensemble du Québec qui a droit à ces services de base et on a les effectifs pour combler ces services. Mais, Monsieur le Président, dernière étape, c'est le financement, Monsieur le Président. Bien, dans l'accord qui a été signé par l'ancien gouvernement avec la FMSQ, il y a une enveloppe de 45 millions, Monsieur le Président, pour ces services. L'argent est sur la table, Monsieur le Président. Nous, on veut que la Fédération des médecins spécialistes signe cette entente, utilise cet argent. Cet argent, elle est due à la population du Québec. Ça a été signé et il faut qu'ils utilisent cet argent-là, Monsieur le Président, pour couvrir ces services de base. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, son travail en tant que ministre de la Santé, c'est que ça fonctionne, puis en ce moment, ça ne fonctionne pas. Pour offrir un service d'obstétrique, ça prend un chirurgien de garde en tout temps. Puis pour avoir un chirurgien de garde en tout temps, bien, la ministre doit conclure l'entente avec la Fédération des médecins spécialistes. Elle nous dit aujourd'hui qu'elle a presque une entente. On a déjà entendu ça, Monsieur le Président, en mars. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Vendredi, on va être en novembre, Monsieur le Président. L'entente n'est toujours pas signée. En mars, elle nous avait dit que c'était dans les prochains jours. Qu'est-ce qui manque? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je vais quand même rappeler à mon collègue que cette entente aurait dû être signée en septembre 2018. C'est ça qui était signé dans l'entente cadre avec les médecins spécialistes. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ramènent ça, parce que septembre 2018, c'est là que ça aurait dû être signé. Et la FMSQ, Monsieur le Président, est en retard, la FMSQ. La FMSQ aurait dû signer cette entente-là en septembre 2018. Il y a de l'argent sur la table, Monsieur le Président. Ça coûterait autour de 10 millions pour couvrir l'ensemble des services d'obstétrique et chirurgie au Québec. On a les effectifs. La FMSQ a l'argent. L'enveloppe de 45 millions qui a été signée en bonne et due forme, il faut l'utiliser pour les services à la population, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. OK, on vient à la base, Monsieur le Président. Le monde de la SAR, le monde d'Amqui, de partout au Québec, ils veulent savoir que quand les femmes auront le bonheur d'accoucher, elles vont pouvoir le faire chez elles, dans leur milieu, avec les médecins et les infirmières qu'elles connaissent, dans l'hôpital d'à côté. Et aujourd'hui, à Amqui, elles ne peuvent pas parce que la ministre se traîne les pieds. Même la FMSQ ne comprend plus rien, Monsieur le Président. Ils disent attendre depuis des mois que la ministre ratifie les plans de couverture pour offrir des soins aux patients. Monsieur le Président, les familles en région sont à bout. La FMSQ ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, s'il vous plaît. Je trouve très intéressant que ma collègue mentionne clairement que cette entente-là aurait dû être signée il y a un peu plus qu'un an. Et je pense qu'elle a absolument raison. Ce qu'elle a réussi à faire au cours des derniers mois, c'est de conclure l'entente. Tout ce qui devait être réglé avec la FMSQ a été réglé. Tous les détails de l'entente sont maintenant finalisés. Il ne reste, Monsieur le Président, qu'à la FMSQ de prendre l'argent dans l'enveloppe qui est prévue. C'est tout ce qui reste à faire. Son travail est fait. C'est à la FMSQ de livrer la marchandise.
Question principale, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le gouvernement, avec son projet de loi 37, nous promet des économies d'échelle en regroupant les achats dans le milieu de l'éducation. Par contre, Monsieur le Président, du côté des milieux d'éducation, le signal est unanime. On n'en veut pas de ces regroupements. Les modifications proposées pour retirer l'autonomie aux écoles qui n'auront pas pu décider de s'approvisionner localement. Cette situation va nuire de façon importante dans nos PME en région qui approvisionnent actuellement les écoles. Cette centralisation ne servira pas les élèves, elle risque plutôt, au contraire, d'emmener une réelle déconnexion entre les besoins du milieu et les besoins des écoles par des achats en gros. Monsieur le Président, ce manque de flexibilité aura des impacts négatifs dans le milieu de l'éducation. Est-ce que le Conseil du Trésor, par son président, peut nous dire de quelle façon son projet de loi va améliorer le sort des PME, pas juste au Québec, dans toutes les régions du Québec? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, je trouve ça un bon moment d'avoir cette question-là, puis j'apprécie la question du député. Moi, ce que j'aimerais indiquer, parce qu'il y a plusieurs personnes que nous avons rencontrées depuis une semaine sur le projet de loi 37, nous avons commencé des consultations particulières, et l'enjeu des PME, comme les enjeux en région, a été soulevé plusieurs fois. Je prends à titre d'exemple une des consultations que nous avons eues avec les gens du CASEC, qui est un des organismes qui avait été mis en place par le système de la santé pour regrouper des achats pour qu'ils soient de façon plus efficace. Ces gens-là sont venus nous expliquer, Monsieur le Président, en longueur, comment, même si au début, les gens pouvaient être contre le projet, ils s'étaient rendus compte qu'en regroupant ensemble tous leurs travaux, ils pouvaient devenir non seulement plus efficaces, on avait un regroupement de spécialistes, mais qui avait même un effet positif en région et dans les PME, parce qu'on était plus capable de voir ce qui se passait dans les régions, et on était plus capable d'avoir un effet structurant même sur certaines régions, dans certaines spécialités comme en santé. Alors, le modèle que nous proposons dans le cadre de PL 37 est exactement la même chose, et je pense que les gens vont finir par voir les bénéfices de ce système-là. Première complémentaire, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Oui, merci, Monsieur le Président. On sait que lorsque vient le temps d'acheter des livres scolaires, les écoles sont obligées par la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre de les acheter dans les librairies accréditées. Dans une librairie de région, ça peut représenter un chiffre d'affaires de 300 000 $. Avec toute la centralisation que le président veut faire, est-ce que peut nous confirmer aujourd'hui que les écoles vont pouvoir encore acheter leurs livres dans les librairies locales plutôt que les acheter chez Costco? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Alors, c'est exactement un des points qu'on va être soulevé. D'ailleurs, j'ai la chance de rencontrer les gens de l'éducation cet après-midi par l'intermédiaire de leur groupe qui s'appelle Collecto. Ce matin, nous avons rencontré la Fédération des cégeps et nous avons bien expliqué, puis d'ailleurs, j'ai demandé aux gens de l'éducation de participer à nos tables de consultation parce qu'on peut avoir justement ces discussions-là. Malheureusement, ils n'ont pas participé jusqu'à maintenant à nos consultations, mais je suis certain qu'au cours des prochaines semaines, ils vont vouloir le faire pour nous faire part de ces points-là, parce que notre objectif, ce n'est pas de changer les achats, mais de coordonner des spécialistes pour aller chercher des bénéfices pour tout le monde. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader du troisième groupe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le projet de loi 37 va très loin et là, je vais interroger tout de suite le ministre de l'Éducation. Parce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il viendra le temps de choisir entre les objectifs de réduction et d'économie d'échelle que le président du Conseil du Trésor va vouloir avoir et les besoins livrés et demandés par l'Éducation, Monsieur le Président, vous savez-vous qui va trancher? C'est le Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Éducation est d'accord de voir son collègue trancher sur des besoins des élèves par souci d'économie, plutôt que de le laisser donner tous les moyens nécessaires aux enfants? Monsieur le ministre, le président du Conseil du Trésor. Alors, j'ai bien expliqué, et je vais continuer de l'expliquer, Monsieur le député, quand vous serez aux commissions parlementaires sur le sujet, qu'on va respecter les besoins des utilisateurs et nous allons respecter aussi la meilleure façon d'acheter. Ce qui est important de votre point, puis je vais terminer là-dessus, Monsieur le député, c'est qu'on doit faire les bonnes choses. Et présentement, il y a des achats qui ne sont pas faits de façon optimum et nous allons changer certaines méthodes pour être certains que les achats sont bien faits dans le respect des élèves et des professeurs. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. La dernière fois que le premier ministre nous a parlé de la crise de l'arsenic à Rouyn-Noranda, il a banalisé la gravité de la situation. Je le cite. Pour l'instant, les risques pour la santé sont minimes, disait-il. Ça, c'était le 9 octobre dernier. Le 24 octobre, rebuffade complète.
81 médecins signent une lettre qui contredit le premier ministre. Et d'ailleurs, je cite maintenant l'éminent pédiatre Pierre Vincelette qui dit « L'arsenic est particulièrement toxique pour les fœtus, les jeunes enfants. Il est prouvé que lors d'expositions chroniques, même à faible dose, l'arsenic peut altérer le développement cérébral. » Alors, Monsieur le Président, le premier ministre va-t-il retirer ses propos du 9 octobre? Maintenant que les médecins lui disent qu'il a tort, va-t-il reconnaître que les risques d'une exposition prolongée à l'arsenic sont sérieux? Et surtout, va-t-il s'excuser aux familles de Rouyn-Noranda qui sont inquiètes pour la santé de leurs enfants? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Je remercie la chef de la deuxième opposition pour sa question. Je veux expliquer clairement les choses. Puis le mot-clé que vous avez dit, c'est le mot « prolongé ». Nous, actuellement, on travaille de façon intense à quantifier les personnes qui sont affectées par l'arsenic. On regarde non seulement au niveau de la biosurveillance des problèmes qui sont associés avec les émanations, mais il faut également regarder ce qui se trouve au niveau du sol et ce qui se trouve au niveau de l'eau. La première étape a été faite. On a demandé que la deuxième étape se fasse le plus rapidement possible. Les prélèvements ont été faits en septembre. Les analyses sont en cours. Nous, ce qu'on veut, c'est que le plus rapidement possible, en conciliation avec le ministre de l'Environnement, trouver une solution qui va protéger les enfants de la région et qui va protéger tout le monde de façon adéquate. Ça ne sert à rien de faire les choses de façon précipitée. Ce qu'il faut pour tous les gens de la région, c'est trouver la bonne solution. C'est ce qu'on est en train de faire, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ça fait des décennies que cette industrie-là est en fonction. Alors, la semaine dernière, d'ailleurs, le ministre délégué à la Santé a demandé à ma collègue où était-elle lors de la tenue de sa rencontre sur l'arsenic. Bien, non seulement ma collègue n'a jamais été invitée, deuxièmement, cette rencontre mystère n'a même pas eu lieu à Rouyn-Noranda, mais dans une autre ville. Est-ce que le premier ministre le savait? Est-ce qu'il a toujours confiance que son ministre est la bonne personne pour gérer cette crise-là? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, la réunion a bien eu lieu. Les invitations ont bien été faites. D'ailleurs, les deux autres députés de la région étaient bien présents. Maintenant, comme je vous dis, il faut faire les choses de façon claire pour que la santé publique de toute la population de l'Abitibi soit prise en considération. On a eu des résultats préliminaires qui ont été publiés, que l'on a analysés. J'ai envoyé le directeur de la Santé nationale de la santé publique communiquer ces résultats avec la direction de santé publique régionale à la population, aux groupes d'intérêt, aux représentants de la ville. Tout a été fait dans l'ordre. Les prélèvements sont en train de se faire pour la deuxième phase de biosurveillance. Dès qu'on a les résultats, on va prendre d'autres décisions pour la population. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. À Rouyn-Noranda, nos enfants ont 4 fois plus d'arsenic que les autres. Ça, c'est une moyenne. En fin de semaine, j'ai rencontré une maman du quartier Notre-Dame. Son petit garçon a 40 fois plus d'arsenic dans son corps que les autres. Qu'est-ce que le ministre délégué à la Santé dit à cette maman qui voit passer les intérêts de la fonderie Horn avant la santé de son fils? Le délégué à la Santé et aux services sociaux. Alors, Monsieur le Président, il faut que le message soit clair. Jamais les intérêts de la fonderie Horn passeront avant la santé de la population et surtout pas de nos enfants. Jamais un gouvernement n'a fait autant pour la santé de nos enfants et pour l'avenir de nos enfants, et ça, il faut le mentionner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre les prochains résultats. Il faut savoir ce qui arrive chez les adultes, il faut savoir ce qui arrive chez les enfants qui vont à l'école dans le quartier, mais qui n'habitent pas dans le quartier. Il faut savoir ce qui arrive avec toute la population avant de prendre la meilleure décision pour protéger cette population-là. On suit le dossier de près, on communique ensemble, on communique avec les gens de la santé publique régionale. Monsieur le Président, on fait tout ce qu'on a à faire dans ce dossier-là. Question, Monsieur le leader de l'opposition, du deuxième groupe d'opposition. Oui, en question de règlement, c'est la deuxième fois en 2 périodes de questions que le ministre prétend qu'il y a eu une invitation. Je vais réitérer ma demande que cette invitation soit déposée. Question principale, Madame la députée de Vaudreuil. Je me lève encore aujourd'hui au sujet des sinistrés d'une inondation causée, et je le rappelle, par le bris d'une digue sous la responsabilité directe d'une municipalité et du gouvernement.
Le froid arrive et au même moment, l'urgence d'agir monte d'un cran à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Vous avez vu, tout comme moi, l'histoire d'un citoyen qui dort dans une tente parce que la Croix-Rouge a coupé son financement. Les gens sur le terrain se sentent abandonnés. Plusieurs ont dû quitter leur emploi. Les enfants sont traumatisés et les nombreux cas de détresse psychologique s'aggravent grandement parce qu'ils n'arrivent plus à voir la lumière au bout du tunnel. La ministre peut peut-être se vanter d'avoir été rapide pour les premiers versements, mais comment un gouvernement peut rester aussi insensible devant cette détresse humaine? Il y a eu une dizaine de demandes de rencontres refusées par le premier ministre. Au nom des sinistrés au bout du rouleau, encore une fois, est-ce trop demander au premier ministre de prendre un peu de son temps pour aller à leur rencontre? Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Bien, la situation à Sainte-Marthe, j'ai eu l'occasion de le dire et de le redire ici, est une situation exceptionnelle à laquelle nous avons répondu dès le départ de manière très proactive par des moyens exceptionnels. Et c'est important de rappeler qu'on travaille sans relâche depuis la crue printanière pour continuer d'aider autant que possible les personnes qui ont malheureusement été sinistrées à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et partout ailleurs au Québec aussi, d'ailleurs. Nous sommes parfaitement conscients de la détresse qui peut exister chez certaines personnes dans la communauté. Nous sommes parfaitement conscients que certaines personnes peuvent être à bout de souffle. C'est pourquoi nous redoublons d'efforts, que ce soit chez nous à la sécurité publique avec nos équipes qui travaillent à l'indemnisation des victimes de sinistres ou chez ma collègue de la Santé qui s'assure continuellement de la disponibilité et de la proactivité des services de soutien psychosociaux. Nous avons reçu, Monsieur le Président, 1600 dossiers de demande d'indemnisation de la part de familles de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et avons versé à ce jour plus de 47 millions de dollars en aide financière, incluant une aide qui a été versée à la personne que la collègue de Vaudreuil a mentionnée dans sa question. Ceci étant dit, au-delà des chiffres, est-ce que tout est parfait? Non, mais Monsieur le Président, nos équipes travaillent sans relâche depuis le printemps dernier pour aider. Première complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Ma question s'adressera à celle qui devrait être la première concernée, Monsieur le Président. La députée des 6 000 évacués et des milliers de familles qui font aujourd'hui face à l'inconnu, la députée de Mirabel. Je lui demande, que fait-elle pour toutes les familles sans ressources? La députée peut-elle aujourd'hui prendre le dossier en main, faire bouger les choses au bénéfice de ces sinistrés? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, bien, Monsieur le Président, comme je le disais, nous redoublons d'efforts à travers nos équipes de la sécurité publique et du ministère de la Santé et des Services sociaux pour aider au mieux les sinistrés. La députée devrait le comprendre, il s'agit de situations complexes qui ont plusieurs facettes. Et il y a malheureusement dans ce genre de situation toujours des imprévus ou des cas plus compliqués, des cas qui nécessitent des suivis plus approfondis, des cas qui comportent leur part d'imprévus. Mais nous avons toutes les ressources en place et je dois dire qu'on n'a pas relâché le travail depuis le printemps dernier. Bien au contraire, que ce soit avant, pendant ou depuis le sinistre, nous déployons la même énergie avec la même quantité de ressources à la fois chez nous et à la santé. Nous sommes très conscients du problème et sommes très actifs. Deuxième complémentaire. Monsieur le député de Pontiac. Sinistré, ça a travaillé pendant des semaines pour tout sauver. La maison est plus vivable, les enfants ont plus de chambre. Depuis des mois, ils habitent chez de la famille, des amis, il attend des réponses. Il ne sait pas ce qui se passe, ni comment ça va finir, Monsieur le Président. Il devient anxieux, nerveux, inquiet. Dans certains cas, c'est la dépression, la dépendance, le stress sur le couple est immense. Et même, Monsieur le Président, si les résidents ne sont pas d'accord, la ministre de la Santé a dit ce matin qu'il n'y avait aucune attente pour les services d'aide psychosociale à Sainte-Marthe. Mais les sinistrés sont en Beauce, en Outaouais, ailleurs. Pourquoi eux devraient attendre plus longtemps? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Place pour les gens qui ont été touchés par les inondations, notamment à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais aussi à travers le Québec. Et moi, j'invite les gens qui ont des problèmes de détresse ou de dépression d'appeler la ligne téléphonique 811. Ils font l'option 2, c'est l'info sociale. Monsieur le Président, on va répondre à leurs demandes, on va coordonner les services, on va leur donner de l'aide par l'entremise des intervenants dans chaque région du Québec. À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on a une équipe dédiée complètement. On fait des relances téléphoniques parce que la situation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, elle est vraiment particulière. Mais, Monsieur le Président, on aide les gens sinistrés à travers le Québec. Question principale, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Le 3 novembre sera une journée importante pour Amélie. Elle aura 18 ans.
Nous nous souvenons tous de nos 18 ans, un moment mémorable pour beaucoup d'entre nous. Mais pour Amélie, une jeune femme autiste, ça veut dire beaucoup plus. Au moment où elle souffra ses bougies, elle devrait réfléchir à son avenir, à ce qu'elle veut faire, mais surtout ce qu'elle peut faire. Elle changera d'école, elle devrait s'adapter, trouver des services comme un adulte. Elle commencera à vouloir travailler avec les défis que ça comporte. Elle cessera de recevoir son supplément pour enfants handicapés. Elle dira au revoir à son pédiatre et devra trouver un autre médecin. Monsieur le Président, Émilie, à 18 ans, a besoin de nous, les 125 députés. Elle a besoin que nous puissions changer les choses afin que son anniversaire soit un réel cadeau et non un paquet de problèmes à régler. Le gouvernement partage-t-il nos préoccupations sur cet enjeu et permettrait-il la tenue d'une commission? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Je remercie la députée de Westmount Saint-Louis pour sa question. Et c'est un sujet qui est très important et c'est sûr qu'il va falloir s'y pencher le plus rapidement possible. Maintenant, encore une fois, le problème, il touche, oui, les activités éducatives, mais il touche également les activités socio-professionnelles pour ceux qui peuvent travailler. Il touche également les problèmes au niveau de l'hébergement pour ceux qui ne peuvent plus rester avec leurs parents. Puis il touche également les problèmes financiers pour ceux qui ont de la difficulté avec la perte justement de ce supplément-là. Nous, ce qu'on regarde, c'est qu'on travaille avec les groupes. Je les ai tous rencontrés depuis le mois de mars. On travaille sérieusement avec eux, avec l'OPHQ, pour trouver une solution globale qu'on va répartir sur les prochaines années jusqu'à la fin de notre premier mandat. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que tous les groupes soient satisfaits. On ne veut pas satisfaire juste ceux qui cherchent des activités scolaires. On veut vraiment satisfaire tous les groupes pour que tous ces enfants devenus jeunes adultes handicapés aient tous les services dont ils ont besoin. Et le plus important aussi, c'est de s'assurer que ces services soient disponibles dans toutes les régions du Québec. En terminant. C'est fini de recevoir des soins selon notre code postal, Monsieur le Président. Nous, on veut des services partout. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci de votre collaboration.